Ça, c'est une voiture. Tu vois, on y monte pour se promener. Regarde. Voiture. Hé, mais non, attends. Lâche ça. Ça ne se mange pas. Est-ce que tu as faim? Bienvenue dans ce 10e épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma. À côté de moi, mes acolytes Aurélien et Guillaume. Salut. Salut à tous. Salut. Salut mec. Hyper bien. Et comme invité aujourd'hui, une personne qu'on est ravi de recevoir, c'est un acteur de théâtre, de télé, mais aussi de cinéma et également une voix extrêmement connue puisqu'il s'agit de celle de Mickey dans les Goonies, mais également celle de Matt Damon et d'Edward Norton. Nous avons le plaisir de recevoir Damien Boisseau. Salut. Salut. En tant que fan inconditionnel des Goonies, je suis très ému de te recevoir. Voilà, je t'ai dit, c'est le film que j'ai le plus vu dans ma vie. Ouais. Voilà. Alors la semaine dernière, c'est moi-même qui ai choisi le film du jour. Je me suis baladé sur l'outil Cinématcher que vous pouvez retrouver sur le site de We Love Cinéma. Et dessus, j'avais cliqué sur À la maison, Transporté, Amérique du Nord et années 80. Mes indices étaient plantes, trousseau de clés et bonbons de la marque Reese. Beaucoup ont deviné sur les réseaux, il s'agit bien du film E.T., réalisé par Steven Spielberg et sorti en salle le 11 juin 1982. Le film raconte l'histoire d'un petit extraterrestre botaniste qui se retrouve coincé sur Terre sans sa famille et qui va être recueilli par un jeune garçon nommé Elliot. Ce long métrage fut un succès critique et public immédiat, détrônant en quelques semaines les chiffres du tout premier Star Wars afin de devenir le film le plus rentable de l'histoire du cinéma. Titre qu'il garda durant 11 ans avant d'être remplacé par un autre grand succès signé Steven Spielberg, Jurassic Park. E.T. a été récompensé de 4 Oscars, meilleure musique pour John Williams, meilleur son, meilleurs effets spéciaux et meilleur mixage. À noter que la statuette du meilleur film que la presse lui prédisait cette année-là lui a échappé de peu, puisque c'est Gandhi de Richard Attenborough qui obtint le sacre le plus important de la compétition. Richard Attenborough que Spielberg retrouva des années plus tard lorsqu'il lui confia le rôle de John Hammond dans Jurassic Park. En présentant Damien Boisseau plus tôt, j'ai mentionné qu'il avait doublé Mickey dans les Goonies et qu'il double souvent Matt Damon et Edward Norton. Mais ce que j'ai sciemment omis de dire, c'est qu'il est aussi l'inoubliable voix d'Elliot dans E.T., raison entre autres pour laquelle nous l'avons invité aujourd'hui. Alors messieurs, la question traditionnelle qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film? Et je vais commencer avec Damien qui a forcément des choses incroyables à nous raconter. Comment tu t'es retrouvé à doubler Elliot? Maison. Téléphone. E.T. téléphone à sa maison. E.T. téléphone à sa maison. E.T. téléphone à sa maison. Il veut téléphoner chez lui. Alors, il faut que je replonge dans mes souvenirs. Je crois qu'il y avait eu un essai de voix. C'était dans une boîte pour lesquelles je travaillais un petit peu de temps en temps, parce que j'avais commencé enfant. Et il me semble, mais j'ai un doute, parce que ça remonte à loin, donc tu viens de dire 82. Ouais. Et donc, je ne sais plus si j'ai passé un essai ou pas, mais j'ai été choisi pour doubler le petit garçon. Ouais, voilà. Et quand tu doubles Elliot, est-ce qu'en voyant le film, avant même qu'il sorte, tu te dis « Ok, ça va être un carton » Ouais. Ouais. Ça va être un carton. Non, je parlais pas comme ça à l'époque. J'imaginais pas ça, mais on savait que c'était un grand film, on savait que c'était Spielberg. Et non, on savait que c'était un très beau film, c'est ce qu'on nous disait. Alors c'est drôle parce que, alors moi j'ai pas vraiment, enfin j'ai des souvenirs d'enfance d'E.T. Quand je l'ai vu, j'avais trouvé ça extraordinaire. Mais récemment, il est repassé au Publicis à Paris au cinéma et je suis allé le voir comme ça par tout hasard parce que je suis passé devant. Et après avoir vu le film, c'est là que j'ai eu l'idée de t'inviter à ce podcast parce que je me suis dit, cette voix elle me dit quelque chose, donc je suis allé me renseigner sur internet et j'ai vu que c'était aussi la voix de Mickey dans les Goonies. Donc je me suis dit, attends, c'est incroyable. Et après j'ai vu que c'était la voix de Matt Damon, Norton. Et je me suis dit, c'est incroyable parce que souvent on entend des VF qui sont arrivés sur le tas, mais toi finalement t'es là depuis le début. Donc ta voix elle a évolué au fil du temps. Finalement on a grandi avec ta voix. Finalement. Ouais. C'est fou. Oui, c'est vrai. Mais donc elle a changé en même temps que mon physique, malheureusement. Et donc, ouais, je suis tombé là-dedans quand j'étais tout petit, voilà. Et ouais, la voix elle change au fur et à mesure et les rôles qu'on te file changent au fur et à mesure. Et voilà. Guillaume, toi, c'est quoi ton premier souvenir lié à E.T.? Mon premier souvenir, alors déjà, ce ne sera pas un souvenir de ciné, c'était un souvenir, je sais qu'on l'avait en VHS et qu'on l'a toujours chez mes parents d'ailleurs. Et c'était, alors je ne saurais pas te dire, la première fois que je l'ai vu, j'ai dû le regarder avec ma sœur. Je me souviens juste que la scène où Elliot, il est très malade, il y a tous les chercheurs autour, etc. Je trouvais ça vraiment affreux. J'étais très mal. Quand j'étais petit, je trouvais ça vraiment dur. Et la scène où il s'envole avec son BMX,
Je pensais que c'était possible en fait. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, parce que moi, Je pensais que ça existait. une des scènes qui m'a le plus traumatisé dans tous les films que j'ai vus de ma vie, c'est la scène où on retrouve E.T. complètement blanc dans un ruisseau. Ouais. Ça, c'est une scène dure pour un enfant, ça. Ouais, c'était dur ça. C'est vraiment dur visuellement. Toi, Aurélien, ton premier souvenir lié à E.T.? C'est pareil, je pense que c'est de la VHS. Je l'ai pas vu au cinéma, bien sûr. Et moi, je me rappelle beaucoup des lumières. Ouais. Tu vois, le début, genre, quand on voit ce plan où tu as de la lumière qui sort du cabanon, là. Enfin, tout cet esprit un peu de beaucoup filmer la nuit au départ. Moi, c'était ça. Il y a tout un début où il n'y a quasiment pas de parole. Où on voit juste. Ça, c'est les premiers souvenirs que j'en avais. Où on voit juste E.T. qui se balade dans la forêt, là. Mais E.T., je l'ai vu quand j'étais petit, donc, et je l'avais pas revu depuis peut-être 20 ans. Là, je l'ai vu au cinéma il y a 1 ou 2 mois. Et j'ai trouvé ça formidable parce que c'est un film qui vieillit pas, je trouve. Les émotions restent intactes. Et surtout, j'ai été incroyablement épaté par la musique de John Williams. Ouais, c'est vraiment un élément très important dans le film, la musique de John Williams. Alors, si je peux me la péter, j'ai vu John Williams en concert l'année dernière au Hollywood Bowl. Et il a refait la scène finale de E.T. avec les images, etc., avec son orchestre. C'était grosse émotion. Ouais, c'était incroyable. Ça met les frissons ou pas? Oui. Grosse émotion. Alors, Damien, j'ai plusieurs questions pour toi. On Oui. va y aller chronologiquement. Très bien. T'as quoi comme souvenir de ton doublage pour les Goonies? Willy le Borgne. Willy le Borgne. Oui, c'était le plus célèbre pirate de son époque. Mon père m'a parlé de lui une fois. Il aurait fait n'importe quoi pour que tu t'endormes. Non, ce Willy le Borgne a volé un énorme trésor. Un trésor plein de rubis et d'émeraudes. Et de diamants. Et de diamants. C'est un très bon souvenir, les Goonies. Alors, c'est la même société de doublage, en fait. C'est une société à l'époque qui avait beaucoup de films. Et j'ai commencé, donc, c'est la même boîte que E.T., en fait. Donc, les Goonies, c'est arrivé, je sais plus, 2 ans après, ça va être 84, un truc comme ça. C'est un très bon souvenir parce que c'est une épopée entre jeunes. Et donc, se sont créés des liens entre deux. T'es devenu copain avec les autres Goonies? Absolument, bien sûr. Cool, Il y avait une super ambiance, ouais. Il y avait une très très bonne ambiance, ouais. Alors, tu as commencé très tôt à doubler lorsque tu étais enfant. Est-ce que ça faisait son petit effet à l'école? Parce qu'il y a quelque chose d'incroyable là-dedans. Tu vas voir un film au ciné et tu te rends compte que le héros à l'écran, c'est la voix de ton pote avec qui tu es en cours d'histoire géo. Ouais. C'est fou. Du coup, comment ça se Il y avait passe? je me souviens qu'il y avait pas mal de jeunes dans la cour qui venaient me voir et tous ceux qui étaient fans de cinéma, évidemment, venaient me parler cinéma et me parler toujours de ces trucs-là, ouais. Mais du coup, ça arrivait que certains élèves ne sachent pas que tu doublais et après avoir vu le film se disent « Ah, mais je la connais cette voix ». J'ai pas souvenir de ça. Ouais. Et je pense qu'il y en a qui n'ont jamais su que je doublais. Ouais. Qui s'en foutaient, je pense. Okay. Mais surtout, on parlait moins du doublage à l'époque. Je veux dire, aujourd'hui, c'est quelque chose dont on parle pas mal. On s'intéresse aux voix et tout ça. À cette époque, beaucoup moins. Les gens regardaient des films en VF. Ils imaginaient même pas qu'il y avait des VO. Et ouais, c'est vrai. non, voilà, donc les gens ils s'intéressaient aux comédiens qui étaient l'image, mais pas forcément la voix. C'est aujourd'hui qu'on s'intéresse beaucoup. Mais du coup, c'est une vocation que tu as eue depuis toujours, vu que tu as commencé archi petit. Ou alors c'est un truc que tu faisais anecdotiquement quand tu étais plus jeune? Quand j'étais enfant, c'était un peu anecdotiquement. Ouais. Et puis après, j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que j'ai envie de faire ce métier de comédien ou pas? Et puis oui, j'ai fait ce choix-là au bout d'un moment. Voilà. Cool. Est-ce que tu as vu cette pub l'hiver dernier, le grand retour d'E.T. et de Henry Thomas réunis à l'écran? Oui, je l'ai vu. T'as trouvé ça cool? Ouais. Ouais. Quelqu'un me l'a envoyé, je sais plus. Je l'ai reçu sur mon portable, j'ai regardé. Ouais. Ouais, j'ai trouvé ça assez amusant. Après, on n'aimerait pas avoir un E.T. 2. Ça fait partie de ces films qui sont tellement cultes qu'on n'aimerait pas vraiment une suite, en fait. T'es donc la voix récurrente de Matt Damon et de Edward Norton. Et j'imagine que la réponse est difficile, mais quels sont les films que tu as préféré doubler avec ces deux acteurs? J'ai adoré mon premier. Alors, le premier Matt Damon que j'ai doublé, c'est Will Hunting. Ce qui est triste pour un type comme toi, c'est que dans 50 ans, tu vas commencer à penser par toi-même et tu vas découvrir le fait qu'il y a 2 certitudes dans ta vie. Primo, t'es pas fait pour penser. Et deuxio, tu as paumé 150 000 $ pour un enseignement que tu aurais trouvé pour 1,50 $ d'amende de retard à la bibliothèque municipale. Et, ok, ça va. Ouais. C'est plutôt cool. Ouais, j'ai démarré avec ça et j'ai adoré. Ouais. C'est des monologues qui sont cool dans le film. Voilà, après, ouais, bien sûr, ouais, absolument. Ouais, on parle souvent du monologue. Ouais. Et Norton, il a fait tellement de films mythiques, si tu veux, que. Il y a des hauts et des bas pour chacun d'eux, quoi. En fait, il y a des films où je me suis senti à l'aise, d'autres où j'étais plus fragile. Du coup, j'imagine qu'on prépare les films de manière différente. Par exemple, on prépare pas Fight Club comme de la même façon qu'American History X, par exemple. Non, je sais pas.
Non, c'est vrai. Alors, ces 2 films-là, American History X, j'ai dû passer des essais sur Edward Norton parce qu'ils voulaient être sûrs que je puisse le faire. Ils m'ont choisi, ils ont été cool. Et Fight Club, j'ai failli ne pas le faire. Quand on souffre d'insomnie, on n'est jamais vraiment endormi. Et on n'est jamais vraiment réveillé. Je pense qu'au départ, ils pensaient à un autre acteur, puis comme ils ont su que je l'avais doublé pas mal, enfin, je me souviens plus trop, je me suis retrouvé à le faire. Ok. Voilà, mais il y avait une très grosse pression sur Fight Club. Ouais. Voilà. C'est-à-dire une grosse pression. On me surveillait. Ah je ouais. sentais qu'il y avait une grosse pression, quoi. Je Pareil, pense que j'ai si, au bout d'une journée, ils avaient trouvé que ça le faisait pas, ils m'auraient dégagé. Ah ouais. Ouais. C'est déjà arrivé ça ou pas? Ça peut arriver. Et ça prend Bon, ça peut arriver pour différentes raisons. Hein. Soit on s'est trompé sur la voix, on trouve que finalement ça le fait pas. Voilà, ça peut arriver. Soit un comédien finalement n'arrive pas à jouer ce qu'il a à jouer. Hein. Bon, voilà. Ça peut Guillaume arriver. Non, je veux dire, ça prend combien de temps en général une session comme ça de doublage? Bon, grosso modo, un doublage d'un film cinéma, c'est 1 semaine. La partie enregistrement comédien. Après, pour des gros films, ça peut être jusqu'à 15 jours, voire plus si c'est un film incroyable. Un tout petit film, ça peut être 3 jours. Okay. Après, bon, il y a eu toute la partie préparation avant, et puis il y a la partie mixage derrière, quoi. Voilà. Et est-ce que si tu dis d'abord le film en VO, Ça dépend des films. ouais. Il y a des films où le client veut absolument que les comédiens voient le film, d'autres où pas forcément. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un directeur artistique sur le film, donc lui, il connaît parfaitement le film. Sur un gros film, vous avez même un superviseur. Je sais pas, il y a des superviseurs des major compagnies qui sont là. Hein. Et voilà, ça dépend. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de les rencontrer, Matt Damon et Edward Norton? Non. Non, jamais? Non. C'est jamais présenté? Non. Parce que j'avais discuté, on a vu avec Guillaume, on avait eu la chance de rencontrer Richard Darbois, Ouais. qui nous disait qu'il avait rencontré Harrison Ford, ouais, et qui lui avait dit que sa voix se prêtait bien au personnage, à son physique, tout ça. Ouais, non, je sais pas. Écoute, une fois, on m'a proposé éventuellement de rencontrer Matt Damon, mais bon, c'était il y a longtemps. Moi, je considérais qu'à partir du moment où il n'y avait pas une volonté de l'acteur de me rencontrer, Ouais. je ne voyais pas pourquoi j'allais y aller, quoi. Ouais, c'est vrai. Voilà. Est-ce que tu tiens au courant des projets en cours ou à venir des acteurs que tu doubles? Et est-ce que c'est désormais acté que c'est toi la voix de Matt Damon et Edward Norton, ou est-ce que ça peut changer en fait? Alors, ça peut changer, évidemment, puisque aucun acteur n'appartient à aucun autre acteur. A priori, dans ce que je sais, voilà, à moins que je signe un contrat d'exclusivité, mais c'est pas le cas. Donc oui, ça peut changer. Et ouais, tu tiens non, au je me courant? tiens pas vraiment au courant. Non. Je Ok. suis pas trop comme ça. Alors hier, Aurélien a regardé un film sorti en 1998 et réalisé par John Dahl intitulé Les Joueurs. Et dans ce film, les 2 têtes d'affiche sont Edward Norton et Matt Damon. Comment on fait dans ces cas-là? Alors c'est une drôle d'aventure, je m'en souviens très bien. Je sais pas si je peux le dire, j'ai même failli n'en doubler aucun des 2. Ok. Voilà, c'est ça qui était extraordinaire. Voilà, bon, il se trouve que c'est pas Finalement, moi qui ai t'as fait le choix. Norton, Hein. finalement. Finalement, on m'a filé Norton. Ouais. Ah ouais? Et du coup, qui double Matt Damon dans ces cas-là? Et ben là, c'était un autre acteur qui avait été choisi sur essai. Ouais. Ok. Voilà. Et après, tu as récupéré Matt Damon sur les autres films. Ouais, après je l'ai récupéré. Ok, Et il est arrivé que sur certains films, je le double pas. Hein, ça peut arriver. Hein, voilà. Une question qu'on a dû souvent te poser, est-ce qu'on reconnaît ta voix dans la vie de tous les jours? Oui, on me la pose et et non, on me reconnaît pas. Ouais, on reconnaît pas? Bah non, pas vraiment. Là, vous reconnaissez les mecs ou pas la voix Je sais pas. de Damien? Ah, tu vois, hein, pas tant Non, parce que de j'imagine ça, que hein. quand tu joues, tu forces, enfin, tu fais une Bah, voix. je pense tu- que quand on joue, oui, on transpose un peu. Je sais pas, il y a quelque chose. D'ailleurs, de toute façon, si je suis en train de doubler Norton, je le fais pas de la même façon que si je double Matt Damon. Et puis, donc je m'adapte à ce que je vois, quoi. Et Est-ce qu'il y a une histoire de rythmique aussi ou de... leur jeu n'est pas le même, donc forcément, nous, on est des éponges, en fait. On s'imprègne de ce qu'on ressent, de ce qu'on reçoit et de ce qu'on imagine qui va. Parce que pourtant, la voix, c'est la même. Si tu veux, je veux pas changer de voix. C'est une façon de la porter, de la tenir. Est-ce que je la prends plus dans les graves, plus est-ce que je peux jouer, est-ce que je peux faire des envolées hautes ou pas. Enfin voilà, tu vois, c'est. Mais ma voix, en fait, c'est la même. Mais alors, ce qui arrive, c'est que au théâtre, c'est dans le jeu, en fait. Dans le jeu, on reconnaît les intonations. Et donc, il arrive que je joue au théâtre et que là, les gens viennent me voir, ils me disent, mais je connais ta voix, toi. Et en fait, ou un régisseur, par exemple, je vois toute l'après-midi, j'ai répété dans le théâtre. Le mec, il a pas fait gaffe. Puis le soir, je joue et à la fin, il me dit, mais putain, en fait, je connais ta voix. Ouais. Tu vois. C'est dans le jeu qu'il a reconnu, ouais. Ils reconnaissent les acteurs ou ils te demandent. Genre, je reconnais ta voix, mais je sais pas. Ah, si, il y en a qui me reconnaissent maintenant. Ouais. Oui, ça peut arriver. Ok, cool.
Qu'est-ce que ça fait de se dire qu'on fait partie de l'histoire de films cultes? Je veux dire, si là tu lances un film aussi immense que E.T., bah, c'est ta propre voix que t'entends. J'imagine que ça doit être une grosse fierté en fait. Ouais, je suis hyper fier, c'est vrai. Non mais c'est vrai. Tu sais, tu lances E.T. Alors et j'estime c'est que ta bon, voix, quoi. on joue un peu nous par procuration entre guillemets, parce que bon, c'est quand même l'américain, la star, quoi. Mais non, c'est un grand pied de participer à des grosses productions américaines. Parce qu'il y a un côté où ouais. c'est pour l'éternité, quoi. Ouais, non, c'est des films mythiques. Je suis ravi d'avoir. Pour préparer ce contribué. podcast, j'ai regardé pas mal de vidéos dans lesquelles tu apparais. Dans une interview, tu as dit un truc que j'ai trouvé très intéressant. Tu as dit, quand je regarde un film et que je double, je suis complètement spectateur, car certes, j'entends ma voix, mais ce n'est pas moi que je vois à l'écran. Il y a quelque chose d'étrange là-dedans, finalement. Ouais, c'est très étrange, c'est vrai. T'arrives à voir les films quand même que tu doubles en français. Alors, j'y vais pas tout de suite, ça dépend. Il y a certains films que j'ai pas envie d'aller les voir parce que j'en ai pas un bon souvenir ou je me sens nul dessus. Ok. Sinon, je veux dire que non, mais c'est quand ça repasse à la télé, je tombe sur un film, ouais, je peux le regarder comme un spectateur lambda. Yes. Alors, tu joues souvent au théâtre. Au niveau du plaisir qu'on éprouve à jouer, quelles sont les différences entre le doublage et les planches? Mais il y a autant de, c'est un plaisir différent, quoi. Alors le théâtre, si tu veux, il y a un plaisir de la scène, quoi. Il y a quand même le public qui est là. Et puis au théâtre, il se passe quelque chose. Tu t'as répété avec tes partenaires. Souvent, ils se crient. Sauf si ça se passe mal, mais enfin dans l'ensemble, logiquement, ça se passe bien. Donc c'est une sorte de famille. On traverse une aventure ensemble. Le rideau s'ouvre, tout le monde a le même track. Voilà. Puis tu mets. Puis c'est toi sur les planches face aux gens, il y a quelque chose comme ça, quoi. Bon, au doublage, c'est quelque chose totalement dans l'ombre, t'es caché dans un studio, personne te voit, et tu joues par procuration, entre guillemets. Enfin, c'est plus toi qui est en avant, c'est celui qui est à l'écran qui est en avant. Donc t'es un peu au service de l'acteur qui est à l'écran, et t'es un peu éclabousé par... tu profites un peu, c'est toujours très agréable de doubler de très grands acteurs plutôt qu'un acteur mauvais, ça n'a aucun intérêt. Non mais ça arrive, mais un grand acteur, t'es éclaboussé par son jeu et t'en profites toi aussi, toi. Justement, est-ce que c'est une forme de pression, ça, parfois, de se dire qu'on va doubler de grands acteurs et qu'il faut se mettre au niveau de... Bien sûr. Ouais. Ouais, bien sûr, c'est une pression. Le film et l'acteur, ça peut être une pression, oui. Ok. Donc parfois, ça peut être cool de jouer des acteurs nuls, en fait. Parce que tu sais que si t'es nul, l'acteur est ouais, nul. mais ce qui est dur, c'est que souvent, s'il n'y a pas de jeu... voilà, bon, ouais. Mais est-ce que tu as déjà fait du dessin animé? Ouais. Et alors que ça se prépare différemment? Non, c'est un peu la même chose, sauf qu'au dessin animé, effectivement, bon, c'est un dessin que tu dois remplir, donc non, mais c'est plus caricatural souvent le dessin animé. Ça dépend quel type de dessin animé, hein, ceci dit. Mais il y a plus de création de voix sur un dessin animé, parce que suivant si on te file un personnage un peu loufoque et tout, tu peux t'amuser beaucoup plus. Sur un humain, bon... voilà. Et enfin, une dernière question. Les films, de manière générale, tu les regardes en VO ou en VF? Si je vais au cinéma, je préfère plutôt regarder en VO. À la télé, ça m'arrive assez souvent de regarder en VF. Ouais, parce que moi, il y a un truc où les films d'enfance, je les regarde en VF parce que j'ai tellement été habitué. Et les films après avoir eu 18 ans, quoi, je les regarde en VO. Je sais pas si c'est vous, c'est pareil pour vous, Guillaume et Aurélien? Tous ceux que j'avais regardés en VF, je les ai revus en VO. Ouais. Et ce qu'on disait la dernière fois, c'est que même il y a certaines blagues qui changent, qui sont pas les mêmes, notamment Retour à le futur que je connais dans les deux langues. Des gens, genre le doc, il dit Great Scott, tu vois. Ouais, c'est pas nom bizarre. de Zeus, ça n'a aucun rapport. Et Ça n'a aucun sens. Mais ouais, ça n'a pas de sens. Mais non, ouais, mais je suis d'accord avec toi. Mais en fait, on est trop habitué. Il y a des trucs où c'est, il y a des punchlines où tu les entends qu'en français, en fait, tu vois. Ouais. Mais même la scène, j'ai revu la scène du banc et la scène du monologue justement de Will Hunting. Et par exemple, moi, c'est un film que j'ai envie de voir en VF parce que j'ai tellement été habitué et je trouve aussi que la performance en VF est cool, quoi. J'ai écouté une émission de radio avec Jean Dujardin et plusieurs doubleurs. Je sais pas si tu l'as écouté, Ouais, Damien. si, je sais ce que c'est. Ouais. Et elle était assez intéressante parce que Jean Dujardin avait dit au mec, voilà, en fait, vous avez tellement fait du bon travail que à cause de vous, on s'est pas intéressé à la VO en fait parce qu'on se satisfaisait de la VF, quoi. Ouais, et c'est ça, vrai. c'est plutôt une bonne chose pour les doubleurs, du coup, de se dire qu'ils font du bon travail et que ça nous donne pas envie de regarder la VO. Est-ce que tu trouves qu'il y a un changement entre la VF d'avant et la VF de maintenant? Est-ce que tu trouves que le niveau est le même ou Bon, c'est difficile à dire. Je pense que moi aujourd'hui, je suis un tout petit peu frustré dans le doublage d'aujourd'hui, surtout pour tout ce qui est télé, série, c'est que on est pris dans l'air du temps qui fait qu'il faut aller de plus en plus vite. Voilà, c'est comme ça. Donc, je trouve qu'on prend pas assez le temps de travailler. Voilà. Mais tous les délais sont raccourcis, tout ça. Le cinéma, c'est encore est épargné par ça. Donc on a vraiment le temps on peut vraiment bien travailler.
Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une VF, ça sera jamais une VO, quoi. Donc, il faut accepter que quand tu vas voir une VF, tu vois un film qui est un peu différent. Ça veut pas dire qu'il sera plus mauvais, ça dépend du film, quoi. Il peut être plus intéressant dans certains domaines, moins intéressant dans d'autres. Et on reste souvent très marqué par la première version qu'on voit. C'est ça qu'il faut bien voir. Il y a des gens qui me disent « Ah, j'ai vu ce film en VO, après je le regarde en VF. Je trouve ça horrible. » Bah oui, mais si tu l'avais vu en VF pour commencer, et qu'après tu bascules sur la VO, tu dis « Ah bah qu'est-ce que c'est que ça ?» Non, parce que tu étais habitué à la première. En fait, tu es vachement imprégné par la première écoute. Ouais. Voilà. Il y a une différence aussi avec avant, et tout à l'heure en off, on parlait d'Instagram, c'est que j'ai le sentiment que la puissance des réseaux sociaux joue beaucoup aujourd'hui, et que souvent, maintenant, on fait appel à des gens qui ont une grande communauté, parce qu'on sait que ça va ramener du monde pour le film, alors qu'avant, on faisait surtout appel à des acteurs, il n'y avait pas vraiment ce phénomène de réseaux sociaux. Ça, tu le remarques vraiment dans le milieu? Oui, alors ça, c'est juste pour quand on veut des star talent, pour des dessins animés ou des choses comme ça. Après, pour le travail habituel, je veux dire, on va pas chercher des gens qui ont forcément... On prend des comédiens, quoi, voilà. Ok. Alors, E.T. est un film culte qui a marqué toute une génération et qui perdure encore aujourd'hui. En témoigne cette pub dont on parlait tout à l'heure. Et ce qu'on aime savoir à propos des films cultes, c'est comment ils ont été amenés à exister, Aurélien. Ouais, tout à fait. Et ce qui est assez... c'est pas drôle, justement. J'allais dire que ce qui est assez drôle, c'est que toute l'histoire de ce film, qui, comme on l'a dit, est un des films les plus gros films, les plus rentables de l'histoire du cinéma, ça a commencé par un divorce, en fait. L'histoire de E.T., ça commence quand les parents de Spielberg se sont divorcés en 1960 et que Spielberg, dans sa tête, il s'est inventé un ami imaginaire qui était un extraterrestre pour pallier le fait qu'il n'avait pas de frère, pour parler de cette histoire de ses parents qui divorçaient et du fait que son père n'était plus trop là. Et donc il n'arrivait plus à parler vraiment avec quelqu'un d'autre. Donc il est parti sur ce délire de discuter avec un ami imaginaire qui était en fait E.T. Sauf qu'il a gardé cette idée dans sa tête pendant très longtemps. Et très longtemps, il avait cette idée un peu bizarre jusqu'à ce qu'il fasse vraiment du cinéma, qu'il commence à écrire un peu ses premiers scénars. Et cette idée revient en 1978, donc après qu'il ait déjà réussi à faire Les Dents de la Mer et Rencontre du troisième type. Et en 78, il se dit je vais faire un film sur ma jeunesse, un film qui s'appellerait Growing Up. Il avait envie de parler un petit peu de justement ce délire d'amis imaginaires, de partir sur un concept un peu comme ça. Il savait pas trop encore comment l'écrire, mais il s'est dit je vais le faire vite, un peu un truc avec des jeunes sur mon enfance, je vais le faire en 4 semaines. Oui, parce que d'ailleurs dans les films de Spielberg, on sent que la famille est très importante, elle est toujours au centre. Ça a toujours été présent et c'est un peu basé sur ce fait que quand il avait 13-14 ans, ses parents ont divorcé et ça a toujours été un peu un fil conducteur. Et aussi le fait que il a voulu se servir de tout ce qui était dans son enfance présent, donc celle des années 50, début 60, et c'est ça qu'on retrouve régulièrement dans l'ambiance de ces films. Donc en 78, il se retrouve à dire je vais faire ce film sur mon enfance, sauf qu'il part sur un autre projet qui s'appelle 1941, qui devient un sacré bordel. Il a fait un flop au cinéma. Ouais, complètement. C'est moi j'ai envie de dire c'est un peu le Apocalypse Now de Spielberg en soi, où on va dire que c'est le film qui l'a le plus impliqué, tu vois, où il a mis le plus de budget et qui a été le plus gros flop en fait, critique et à sa sortie, tu vois, même si c'est devenu après un top, bien sûr. Bon, il n'y a pas eu de Palme d'Or ou quoi, c'est pas comme Apocalypse Now, mais en vrai Apocalypse Now à l'époque, depuis Coppola, il a rien fait, il a été obligé de vendre tout ce qui lui appartenait parce que genre il s'est ruiné totalement, même la santé, je pense qu'il est devenu à moitié fou et que ça a été finalement son dernier grand film, on va dire. Donc 1941 pour moi c'est un peu le Apocalypse Now de Spielberg, et gardez-le en tête parce qu'on va revenir sur Coppola un peu plus tard. Vu que 1941 l'a foutu dans la merde, en 1980 quand le film sort, Spielberg se dit je vais revenir sur ce que je sais faire, c'est-à-dire un grand film, grand spectacle qui va être la suite de Rencontre du troisième type, qui était un peu le renouveau de la science-fiction avec Star Wars qui sort en même temps de son pote George Lucas. Et il part sur un concept un peu différent en disant j'ai montré les extraterrestres sympas, maintenant je vais montrer un peu le côté darkos qu'on a eu dans les films des années 50 où les extraterrestres viennent pour nous péter la gueule en fait. Et donc il part sur un concept, un premier script qui s'appellerait Night Skies, qui bosse avec son pote John Sayles, qui est déjà le scénariste de films de Joe Dante comme Piranha ou comme Hurlement. Tu parles de Joe Dante, mais dans les Gremlins, on est un cinéma dans la ville et on peut voir que sur le cinéma se joue Night Skies,
Ah voilà. Et Night Sky, c'est le premier titre d'E.T., c'est un C'est petit ça. clin d'œil. C'est Non, ça. je connais cette anecdote, non? Ouais, et dans le vidéo store Gremlins. Ah, bien vu. Et donc Night Sky, c'est un film qui normalement est censé parler d'une bande d'aliens qui débarquent sur Terre et qui terrorise une famille un peu lambda, normale, banlieusarde américaine. Et donc il y a tout ce concept déjà de la famille américaine avec la mère, le père, etc. Un peu torturé. Enfin, quand tu relis un peu l'esprit, c'est vraiment sale, tu vois. Genre ils sont vraiment, ils sont kidnappés, à moitié torturés, etc. Mais personne n'y croit trop à ce film, en vrai. Et donc lui met un peu le truc de côté. Il a un premier contrat avec Columbia. Tout le monde se dit que ça va peut-être prendre, mais on se dit que c'est un peu violent et pas hyper. Ils savent pas le public que ça peut avoir, sachant que c'est censé être une suite de Rencontre du troisième type. Ils se disent, c'est un peu bizarre. Et là, en même temps, Spielberg, il se dit, moi, j'ai envie de faire mon James Bond. Donc, il cherche un peu à faire son James Bond. Et là, George Lucas, il arrive, il fait, mec, James Bond, c'est Ringos. Moi, j'ai un truc pour toi. Est-ce qu'il l'a vraiment dit comme ça? Je pense qu'il l'a dit comme ça. Et il a dit Ringos. Il a dit Ringos. Mec, c'est totalement Ringos. Moi, j'ai un truc pour toi, c'est Indiana. Et il lui présente Indiana, ce qui va devenir Indiana Jones. Et Spielberg dira, ah ouais, chambé, c'est James Bond sans les gadgets. Viens, on y va, on part sur ce truc. Donc là, on est en 81. Il y a ce script qui est là de Night Skies, mais on sait pas trop encore ce qu'il va en faire. Il fonce à fond sur notre ami Harrison Ford et donc sur Indiana Jones. Harrison Ford aussi, gardez-le comme Coppola, c'est important. Et il fait forcément le film que tout le monde connaît, qui est Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue, qui va être un succès incroyable, qui va être tourné donc entre l'année 80 et l'année 81. Et toute la partie qu'on voit qui se passe en Égypte, donc dans Indiana Jones, si vous vous en rappelez, en fait, il le tourne en Tunisie. Okay. Et à ce moment-là, quand il tourne en Tunisie, Spielberg se fait chier en fait. Il s'emmerde parce qu'apparemment le tournage est compliqué, la moitié des gens sont malades à l'époque, bon, sauf c'est lui un peu plus le bordel. Qui avait prévu d'acheter des conserves de spaghettis en Angleterre. C'est excellent, et qui ça. était le seul. C'est vrai ça ouais. En fait, il avait acheté. Il savait que là-bas, la tourista était très possible. Et il était en Angleterre 2 semaines avant le tournage. Il avait acheté des cannes de spaghettis, des boîtes de conserve de spaghettis. Et il a mangé que ça en Tunisie. Tout le monde a fait l'erreur de manger des plats locaux là-bas. Ils sont et tous tout le monde malades. était malade sauf lui. Et d'ailleurs, la fameuse scène, Damien, je sais pas si tu t'en souviens, la fameuse scène culte dans Indiana Jones où on voit Harrison Ford Si, ouais, je savais cette anecdote. Ah, tu la connaissais Oui, parce qu'il devait tourner une scène de combat et en fait, il était HS et du coup, il a fait ça et ils ont gardé. Ils ont dit, ouais, c'est génial. Dit, finalement, c'est mieux finalement. Ouais, c'est mieux. Tout le monde pense que c'est la meilleure. Effectivement, tout le monde était malade. Était malade. Et donc, Spielberg se faisait chier pas mal de temps parce que pendant que tout le monde était malade, lui, il perdait du temps, il savait pas quoi faire, tu vois. Et donc là, il ressort son truc de, parler de sa jeunesse et il ressort Night Skies un peu des placards en se disant qu'est-ce que je vais en foutre. Là, retour arrière, vous vous rappelez quand je vous ai dit que 1941 c'était un peu le Apocalypse Now de Coppola. Et on va revenir sur Coppola qui a un peu une importance dans cette histoire. Et surtout, on va parler de la babysitter des enfants de Coppola qui s'appelle Melissa. Attends, je vais me planter à chaque fois sur son nom. La babysitteuse de Coppola. Enfants de Coppola. Non, pas de Coppola. Coppola n'avait pas de babysitteuse. Melissa Mathison qui gardait les enfants de Coppola dans les années 70. C'était une amie de la famille et donc elle a gardé, à mon avis, Roman et sa fille Sophia, etc. Francis était en train de faire ses grands films. Il vient de faire Le Parrain et il se rend compte que Melissa, elle a des aptitudes au cinéma, à écrire un petit peu, à faire de l'assistance aussi, et il lui propose d'être assistante sur Le Parrain 2. C'est-à-dire que la meuf, elle arrête ses études, elle est babysitter. C'est le meilleur glow-up. Elle se retrouve à être assistante sur Le Parrain. C'est-à-dire que son premier film, elle a De Niro et Pacino dans le même film pour la première fois. Enfin, c'est légendaire. Donc bien sûr, elle est lancée. Coppola est hyper contente de son travail. Et il la pousse et il lui propose d'écrire un scénario et va écrire le scénario de L'Étalon Noir, The Black Stallion, le film, le fameux film de 79 qui parle d'un gamin avec son cheval qui a cartonné, qui est franchement bien écrit et qui va d'ailleurs donner la puce à l'oreille de Spielberg qui a adoré ce film, qui on sait qu'il adore les chevaux, vu qu'il a fait un film qui s'appelle Cheval de guerre plus tard. Il adore les relations entre les animaux et les enfants en général et donc il est marqué par L'Étalon Noir. Plus tard, Melissa se retrouve sur le tournage de Apocalypse Now. Elle va avec Francis Ford, parce qu'il reste 2 ans là-bas, de toute façon le frérot dans les Philippines, elle y va faire un tour. Et qui est-ce qu'elle rencontre sur le tournage ?
Harrison Ford, qui est le général au début, enfin ou colonel, je sais plus très bien, dans la scène du début. Et en fait, il commence à se passer un petit truc entre Melissa et Harrison. Ils sont amants, ils deviennent de plus en plus proches. Et donc, on retourne en arrière dans notre histoire, on arrive en 1980, il y a le tournage de Les Aventuriers de l'Âge perdu, Harrison Ford qui est à la chiasse en plein milieu de la Tunisie, et il y a sa femme qui vient le réconforter. Et c'est à ce moment-là que Spielberg, qui est en train de s'emmerder avec son scénario de Night Skies, voit Melissa et lui dit mais en fait c'est toi qui as écrit Les Talons Noirs, je suis bloqué sur Night Skies en fait, je voudrais en faire un bon film mais je sais pas quoi faire, est-ce que tu veux pas regarder ce scénario? Elle est là juste parce que il y a Harrison Ford, elle bosse avec Coppola, Harrison Ford c'est son mec, elle vient pour ça et tout, et là elle dit bah ok vas-y si tu veux je regarde Steven. alors, soyons tranquille cool. J'étais assistante sur le Parrain 2, je peux bien regarder vite fait ton petit film avec un extraterrestre. Et là elle se rend compte que le film, bon il est un peu violent, il est un peu bizarre, mais il y a une histoire qu'elle aime bien. C'est qu'il y a un extraterrestre qui s'appelle Buddy, qui est le seul extraterrestre sympa dans la bande. Et en fait, il devient copain avec un enfant qui est autiste dans l'histoire de Night Skies. Et à la fin, les méchants extraterrestres se font botter le cul, se cassent et ils laissent Buddy en fait. Et elle dit mais ça c'est cool. Enfin, laisser en fait un extraterrestre, sa famille s'en va et lui il reste tout seul. Et elle se dit mortel. Je pense que ton script en fait il commence là. Et là Spielberg il fait c'est dommage c'était la fin. Donc ça c'est un peu galère. Et là elle fait mais viens on refait tout en fait et on va reprendre quelques ressorts que t'as à l'intérieur. Et elle lui dit bah moi je suis chaud de réécrire le scénario. Elle le réécrit en 8 semaines et elle fait un scénario qui s'appelle E.T. et moi, l'extraterrestre et moi, qui va être à 90% celui qu'on connaît de E.T. Spielberg va le récupérer, va faire waouh c'est ça que je veux faire, c'est génial. Il va juste changer 3 scènes, il va rajouter la poursuite, donc la fameuse le fameux BMX qui passe devant la lune. Il va rajouter aussi, il va enlever un personnage parce qu'elle avait rajouté un personnage un peu pour faire un buddy à Elliot et pour qu'il soit deux et tout. On a fait non, on fait juste une relation entre Elliot et E.T. c'est mieux. Et il a aussi rajouté la scène de E.T. bourré. Donc on peut se poser des questions sur Spielberg, quel est son problème avec l'alcool. Mais apparemment il voulait rajouter un petit truc un peu différent et qui fasse très comique, tu vois, facile à utiliser. Mais sinon c'est vraiment Melissa Mathison qui a entièrement écrit E.T. et un petit peu fortuitement comme ça dans une rencontre. Ce qui est intéressant en plus, c'est que ils vont quasiment jamais rebosser ensemble, à part sur Le Bon Gros Géant qui sort en 2015, qui va être le tout dernier film de Melissa Mathison, parce qu'elle va mourir moins d'un an avant la sortie, après avoir écrit le scénario. Donc en gros, c'est son dernier film d'ailleurs qui lui était dédicacé. Bon, malheureusement, c'est pas un grand film. Je sais pas si vous l'avez apprécié. Mais c'est pas ouf. Non. Mais c'est marrant de se dire que voilà, ils ont commencé ensemble avec E.T. Ils finissent. Surtout, elle a bien fait d'arrêter le babysitting, quoi. Bah ouais. Non, en plus, elle avait des stories. Il y a encore une autre story qui est géniale avec elle parce que par rapport à du babysitting, elle explique qu'en 83, elle s'est retrouvée à faire du babysitting en France. On sait pas comment. Et en fait, c'est elle qui a ramené un album de Tintin à Spielberg. Incroyable. En 83. Wow. Et j'ai appris qu'en 83, Spielberg avait demandé à choper les droits à Hergé pour faire le Crabe aux pinces d'or. Il avait rien compris au bulle, il avait juste regardé le truc et on lui avait dit, en fait, il y avait des gens à l'international qui lui avaient dit Indiana Jones, en fait, c'est Tintin. Lui, il avait jamais lu Tintin. Oui, alors attends, parce que le premier Indiana Jones, c'est quelle année 81 et elle lui ramène la BD en 83. Il 82, connaissait Tintin lui avant parce qu'en fait il avait dit que les inspirations pour Indiana Jones c'était Tintin mais aussi L'Homme de Rio avec Belmondo. Et bah ouais, mais vu que c'est Tintin l'influence de L'Homme de Rio, quand tu parles avec Philippe de Broca, il te dit bah j'ai tout piqué à Tintin. Il y a vraiment des scènes, c'est vraiment Tintin. En fait lui il se rendait pas compte qu'il copiait Tintin alors qu'il copiait finalement Picsou, tu vois, genre les trucs de Karl Barks. Et que Karl Barks disait j'ai piqué 2-3 trucs à Tintin, tu vois. Et en fait d'ailleurs dans l'histoire Melissa elle s'est retrouvée un peu dans le truc de ramener donc l'album. Direct Spielberg il se dit je vais essayer de bosser sur Tintin. Il demande à rencontrer Hergé et en fait Hergé est malade, il dit ouais je suis désolé Spielberg on pourra pas se rencontrer c'est chaud et en fait 6 mois après il meurt et après Spielberg galère jusqu'en 2011 pour sortir son Tintin. En fait finalement il aurait presque, parce qu'à la base Indiana Jones ça le faisait chier d'en faire 3, il voulait en faire qu'un. Ça se trouve, il aurait fait Tintin à la place du Temple Maudit. Ça aurait été là, il lance le tournage du 5e dans quelques semaines. Donc là, maintenant, il kiffe vraiment. Voilà, sinon, pour la dernière petite histoire, c'est quand même un film qui était prévu sortir chez Columbia, mais Columbia trouvait qu'il était pas terrible, en fait, le scénar. Donc, ils ont essayé de le revendre à Universal, qui l'a racheté pour 1 million. Mais Columbia, ils ont gardé 5%
sur les recettes. Et le boss de Columbia a dit que sur l'année 82, ces 5% de E.T. nous ont rapporté plus que tous les films qu'on a sortis en 1982. Donc on est vraiment. Donc ils des ont pas eu le gros nez boss. creux. Ils ont pas eu le nez creux, mais ils ont quand même un petit peu eu le nez creux. Ouais, ils ont quand même pas trop perdu sur cette affaire. Donc ça va. Et puis après, juste, vu que Spielberg c'est un malin, tous les trucs qu'il y avait qui étaient un peu sales, toutes les choses où il voulait faire flipper une famille normale banlieusarde qu'il avait dans Night Skies, en fait, la même année que E.T., il sort Poltergeist, où il est producteur, mais en fait, il est quasiment réalisateur parce qu'il est sur les deux trucs en même temps. Et il met toutes les idées qu'il avait dans Night Skies dans Poltergeist, c'est-à-dire tout ce qui faisait un peu torture, flip, sauf que c'était plus des extraterrestres, c'était genre des esprits. Mais tout ce qu'il avait comme idée de la maison qui bouge, la télé qui part en sucette, les enfants qui partent en l'air, en fait, il les a réutilisés dans Poltergeist. Donc en fait, si vous voulez voir vraiment Nice Guy, ce que ça devait être, faites un medley de E.T. et de Poltergeist avec des images à l'envers. Et à mon avis, vous pourrez prendre Damien. En fait, j'ai doublé le petit garçon dans Poltergeist. Maman, quand il sera pourri, on pourra ouvrir la boîte pour voir son squelette. Robbie, descends immédiatement de cet arbre, s'il te plaît. Et j'en ai fait beaucoup de cauchemars. C'était absolument horrible. Il y a une scène où il y a un arbre qui vient chercher l'enfant Et moi, chez mes parents, il y avait une fenêtre, il y avait un arbre derrière, et je peux te dire que j'en ai. Mais justement, c'est drôle, c'est parce que quand un enfant double Poltergeist, ça doit être un peu traumatisant parce que. Ouais. Ça dépend. Je sais pas, aujourd'hui, je vois les enfants, ils ont l'air d'avoir peur de rien. Moi, j'ai été vraiment un gros trouillard. Ouais, non, ça me faisait peur. Alors, il y a certains films d'horreur où on cachait on cache les images, quoi, pour pas que on faisait juste déjà, t'entends la musique et les cris, c'est déjà pas mal. Mais donc, on cachait les images, de temps en temps, quand c'était trop violent. Et en plus, tu les refais plusieurs fois les prises, c'est-à-dire que tu revois plusieurs fois les scènes. Puis tu la revois, et puis dès que tu vois la scène en VO, c'est bon, c'est comme quand t'es au cinéma, quoi. Donc, ouais. Et après, tu la joues. C'est pas trop dur d'ailleurs. T'es tellement dedans que tu peux crier, ça. Tu flippes. Très cool chronique, Aurélien. Merci. Bravo. Très Aurélien. intéressant. Alors, en introduction de ce podcast, j'ai précisé que Damien avait doublé Mickey dans les Goonies, Elliot dans E.T. et Edward Norton et Matt Damon dans de nombreux films. Mais ce que j'ai omis de préciser, c'est qu'il a également interprété une quantité d'autres acteurs. Du coup, j'ai préparé un petit jeu pour vous deux, Aurélien et Guillaume, mais aussi pour tous ceux et toutes celles qui écoutent ce podcast. Avec Damien, on va rejouer des scènes et vous allez devoir deviner le film. Il faut fermer les yeux, je pense. Allez, faut deviner le film et l'acteur qui a doublé Damien. Voilà, faut trouver le film et l'acteur qui a doublé Damien. Petite précision, il faut donner sa réponse si vous l'avez à la fin de l'extrait. D'accord ? Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Est-ce que Damien, tu es prêt ? Bon, on va essayer. On va essayer. Première scène, c'est Damien qui débute. Dis donc, Billy, où est-ce que je peux en avoir un ? J'en sais rien, c'est le seul que j'ai jamais vu. Est-ce que je peux le prendre ? Ouais, pourquoi pas, il a l'air de bien t'aimer. Ah, bravo, t'as fait du joli. Ah, désolé. Et qu'est-ce qu'il y avait dedans ? Rien de spécial, juste de l'eau. Alors ? Billy, de l'eau renversée. Qu'est-ce que c'est que ce film ? Je suis sûr que les auditeurs qui nous écoutent ont déjà trouvé. Sérieux ? C'est un film dans l'univers Spielberg, encore une fois. On a parlé de ce réalisateur dans le podcast juste avant. Et si je me souviens bien... C'est Joe Dante. Si je te souviens bien, Damien. L'acteur que je doublais, c'est un des acteurs des Goonies. Exactement. Mais c'était pas Mickey. Mais c'était pas Mickey. C'est Gremlins. Ah oui, parce que Damien, c'est ça. Sur Gizmo. Exactement. C'est bien évidemment les Gremlins, film dans lequel tu as doublé Corey Feldman. Dis donc, Billy, où est-ce que je peux en avoir un ? J'en sais rien. C'est le seul que j'ai jamais vu. Est-ce que je peux le prendre ? Oui, et pourquoi pas. Il a l'air de bien t'aimer. Ah, bravo, tu as fait du joli. Corey Feldman que tu as également doublé dans Stand By Me. Je me souvenais plus. Stand By Me, je me souviens du film. Je me souviens plus que c'était lui. Donc tu as doublé deux Goonies. Et d'ailleurs, en faisant mes petites recherches, j'ai découvert que c'était ton frère qui doublait Choco dans les Goonies. Toute mon histoire. D'accord, je vais vous la dire. En 9e, j'ai triché à la compo d'histoire et géographie. En 8e, j'ai fauché la moumoute de mon oncle Masque et je l'ai collée sur ma figure pour jouer Moïse à la fête de mon cours d'hébreu. Et en 7e, j'ai fait tomber ma sœur Heidi dans les escaliers et j'ai fait punir le chien. C'est incroyable. C'est que toute la famille Boisseau s'est accaparée les Goonies. Il y a Feldman, Choco et Sean Astin. Ouais, c'est vrai. C'est drôle. Incroyable. Bravo. Ouais, vous n'avez pas été terrible sur ce premier. Ça va. C'est un peu dur. C'est un peu dur. Faut pas chercher la voix parce que c'est plus la même. Oui, voilà. Là, c'était la voix d'enfant. Ok, deuxième scène. Vous êtes prêts ? Ok. Corey Feldman. Ok, je commence. Corey Qui a Feldman. failli jouer dans Je vois E.T. très bien la scène que c'est. Tu te souviens de cette scène, Damien ? Bien sûr. Ok. Alors, je fasse une petite voix. J'adore les enfants.
Comme petit déjeuner? Non, pas du tout. Je suis un dragon porte-bonheur. Je m'appelle Falcor. Ah, Et moi, je m'appelle... Atreyu. Et tu poursuis une quête. Comment le sais-tu? Alors, l'histoire sans fin. l'histoire sans fin dans laquelle tu doublais Atreyu, le jeune garçon. J'adore les enfants. Comme petit déjeuner? Non, pas du tout. Je suis un dragon porte-bonheur. Je m'appelle Falcor. Et moi, je m'appelle... Atreyu. Et tu poursuis une quête. Comment le sais-tu? Sérieux? Absolument, oui, tout à fait. Alors ça, pour moi, c'est un très grand souvenir. Ouais, ce tu film. nous raconter un petit peu? Ouais, bien sûr. Et mon petit frère faisait Oui, j'ai vu ça. Bastien. C'est incroyable. Ah, c'est génial. Ouais, absolument, ouais. Et on doublait souvent des trucs ensemble. Moi, je faisais le grand frère et lui le petit frère, quoi, parce que c'est mon petit frère. Voilà. Mon grand frère en a fait aussi, mais avant. Et ouais, c'est un grand souvenir pour moi parce que j'ai un grand souvenir de tous les acteurs qui venaient doubler les personnages. C'est que des voix mythiques pour moi à l'époque. Moi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand t'es enfant et que tu viens enregistrer, t'entends les voix derrière, t'entends les comédiens qui viennent, mais c'est les voix que t'entends à la télé, quoi. Ouais. Moi, j'étais comme un gosse, mais oui. Donc, de ce coup, t'as ces voix mythiques qui venaient enregistrer avec moi. Le mec qui doublait Falcor, il était exceptionnel. Ouais, c'était qui, tu t'en souviens? Ouais, bien sûr, il s'appelait Georges Aminel. C'est une voix hyper connue, c'est lui qui doublait Yul Brynner. Enfin bon, bref, mais c'était que les gens étaient incroyables. Ouais. Donc et j'avais une scène avec tous ces acteurs. Trop bien. Ça n'a pas été trop dur de faire la scène où le cheval il meurt dans les... Ah, c'était la scène la plus dure. Si. C'était chiant. Ça a traumatisé beaucoup d'enfants. Artax. Ouais, si, je me souviens, c'était dur. L'histoire sans fin de Wolfgang Petersen, donc film sorti en 1984. On arrive à la 3e scène, et ça, c'est un film que j'adore. Donc, je suis très content de le jouer. Je suis très content. C'est parti, c'est Damien qui commence. T'as une gonzesse? Ouais, j'ai une gonzesse, ouais. Marie-toi avec. Eh, t'es pas vrai, toi. Je t'ai demandé si tu pouvais fourguer un diamant pour moi. Moi, tout ce que je veux qui me revienne, c'est 8 000 $. Eh ben, moi, ce que j'en dis, c'est que tu ferais bien de le filer à quelqu'un qui connaît que dalle. Parce que c'est un faux Gatsby. Tu piges? Alors, c'est un personnage qu'il a doublé 3-4 fois. J'ai fait une petite recherche. Ouais. Et c'est un grand film de mafia que j'adore. Ah ouais? Et moi, alors, ça s'est pas du tout vu, mais j'ai doublé Al Pacino. C'est Donnie Brasco. Donnie Brasco. Ouais, c'est Johnny Depp pour le coup. Ouais. Ouais, j'ai une gonzesse, ouais. Marie-toi avec. Hé, c'est pas vrai, toi. Je t'ai demandé si tu pouvais fourguer un diamant pour moi. Moi, tout ce que je veux qui me revienne, c'est 8 000 $. Eh ben moi, ce que j'en dis, c'est que tu ferais bien de le filer à quelqu'un qui connaît que dalle, parce que c'est un fugazi. Tu piges? Exactement. Ah ouais. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, Donnie bien Brasco, sûr, super film de Mike Newell sorti en 1997. T'as aussi doublé Johnny Depp dans Ed Wood, Charlie et la chocolaterie et Intrusion. Et je trouve que ta voix elle colle à fond avec Johnny Depp. T'as pas eu d'autres occasions de le refaire? C'est compliqué avec Johnny Depp parce que il y a plein de gens qui l'ont doublé. Aujourd'hui, il a une voix officielle. C'est un acteur qui me faisait peur. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Donnie Brasco, par exemple, c'est un bon souvenir et en même temps un souvenir très difficile. Parce que je trouvais que j'étais absolument nul sur Johnny Depp. Non mais tu sais, c'est comme ça. C'est des avis, c'est des sensations personnelles. J'avais beaucoup de mal. J'avais l'impression que je n'arrivais pas à remplir cet acteur, quoi. Okay. Il est très puissant dans ce qu'il dégage et tout. Et moi, je me trouvais juvénile. Voilà, c'est tout. En revanche, c'est un très grand souvenir parce que le mec qui doublait, qui est décédé maintenant, qui doublait Al Pacino dans ce film, aujourd'hui c'est José Lucioni, mais bon, son nom m'échappe là. Et il était super, j'ai eu un très bon rapport avec lui, c'était un super acteur. Ok. Voilà. Mais donc Johnny Depp me faisait peur. Charlie Chocolaterie, je me suis régalé. Mais déjà à cette époque, ça commençait à être Bruno Choel c'est Bruno Choel qui le double. Et puis depuis, c'est Bruno Choel. Et puis voilà. C'est pas toi qui as fait 21 Jump Street, non? Non. Non, d'accord. Non. Alors, j'avais doublé, et le premier Johnny Depp que j'ai doublé, oui, c'était Ed Wood. Voilà. Ok. C'est marrant ça, Ed Wood quand même. Trop bien. Scène suivante. Et c'est moi qui commence. On n'est pas très bon là. Hein. Mais moi aussi, je suis pas très bon dans le. J'essaie de. C'est bon. Non, t'as trouvé Gremlins tout à l'heure, toi, non? Non, Gremlins, on n'a pas trouvé. Non, t'as trouvé le deuxième. Ah oui, alors l'histoire sans fin. Attention, tu dis Atreyu et tout, c'est bon. Ça, là, je devrais pouvoir y arriver. Ouais. Ok. Là, je commence. Rico, y a-t-il une quelconque différence morale séparant les civils des citoyens? Le citoyen assume pleinement la responsabilité de la survie du corps politique. Le civil en est exempt. C'est la loi au pied de la lettre. Mais la comprenez-vous? Lui faites-vous confiance? Je n'en sais rien.
Bien sûr que non, je crains qu'aucun de vous ne reconnaisse la vertu civique. C'est un film d'extraterrestres, encore. Un film qui est sorti en 97. C'est Mars Attack? Non. Non. C'est un film... Ah, c'est Independence Day. Non. Putain, y en a eu trop. Il joue un personnage qui s'appelle Johnny Rico. Johnny Rico. Ça vous parle, Johnny Rico, ou pas? Putain, merde. C'est un film avec Denise Richards. À vos ordres. À vos ordres, ouais. Et c'est avec des extraterrestres très méchants, là, pour le coup. Ah ouais. Film de Paul Verhoeven. Starship Trooper. Starship Starship Trooper. Troopers, Ouais, ouais. il jouait le héros du film, comment il Johnny s'appelait, Rico. Rico, y a-t-il une quelconque différence morale séparant les civils des citoyens? Le citoyen assume pleinement la responsabilité de la survie du corps politique et le défend au péril de sa vie. Le civil en est exempt. C'est la loi au pied de la lettre. Mais la comprenez-vous? Lui faites-vous confiance? Je n'en sais rien. Ah ouais. Dans Starship Troopers de Paul Verhoeven, film sorti en 97, dans lequel tu interprétais Casper Van Dien. Casper Van Dien. Moi, je dis Van Dien. Et moi, j'interprétais dans ce petit extrait un méchant récurrent chez Verhoeven, Michael Ironside. Ah, trop vous voyez fort, ce lui. mec qui avait Joué déjà dans joué V dans aussi. l'excellent Total Recall et V, exactement. Ouais, je l'adorais dans V. C'est vraiment le genre de mec qui jouait que des méchants, Michael Ouais, il Ironside. avait une sale gueule. Hein. Un peu comme le mec de 70 Show qui joue dans Robocop, qui joue Clarence Bodicker. Comment Oui. il s'appelle ce mec J'ai oublié son nom. Je vois très bien sa tête. Voilà, mais il y a des mecs comme ça qui jouent tout le temps les méchants, comme ça. J'aimerais bien savoir s'ils sont gentils dans la vie et tout. Bah oui. Bon, j'imagine que oui. Je sais pas, je me demande. J'imagine que c'est pas des méchants dans la vie. Ouais, souvent, c'est ça qui est assez marrant. C'est que, ouais. Mais Ouais, on ça dit joue. que, par exemple, alors je sais pas si c'est vrai pour. Ah merde, évidemment, dès que je cherche un truc, le nom m'échappe. non, mais. Game of Thrones, il paraît que le mec, là, le jeune qui faisait le roi, là, Ah, le petit qui là. était atroce, Ouais. il paraît que du coup, plus personne veut lui proposer de boulot. Je sais pas si c'est vrai. Ah, Vous ouais. renseignerez. Il paraît qu'il était tellement méchant, C'est vrai là, qu'on ou je sais l'a pas, vu nulle tellement part. horrible. Il est horrible. Et bah, du coup, personne veut lui filer de boulot parce que les gens l'ont trop. En fait, Donc moi, en fait, faut pas bien jouer. Bah, en fait, parce que quand c'est tu joues ça bien, qui on est- propose c'est plus ça. rien en fait. Geoffrey. Oui, ça c'est Geoffrey. Et moi, c'est vraiment le dernier mec où je me suis réveillé des fois le matin en me disant j'ai envie de le buter. Ouais, mais c'est vrai. hein. Et bah, du coup, il paraît que c'est atroce pour lui. c'est- je Personne savais ne pas veut lui ça. confier de rôle parce C'est que fou, ça ça. lui colle à la peau. Ah merde. Bah, Incroyable. c'est ce qu'on m'a dit, hein, à Alors, vérifier. dernière scène, je pense que les gens qui écoutent le podcast vont trouver. Vous deux, je pense pas. Je pense que vous allez galérer. Mais on sait jamais. Ah bon? On va voir. Et moi, cette- aussi. cette Alors là, fois-ci, c'est plus facile. Cette fois-ci, c'est une série. Ouf. C'est une série. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ouais. Je joue une femme, pour le coup. Je commence. Ouais, je commence. Qu'est-ce que tu veux? T'embrasses tes patients maintenant? Mais tu es jaloux? Je suis pas jaloux. On a fait l'amour une fois. Et on s'est embrassés dans l'ascenseur. Et on s'est embrassé dans l'ascenseur une fois. Meredith, je t'en prie, sors avec moi. J'ai failli mourir aujourd'hui, tu sais. Je suis passé à ça. Qu'est-ce que tu ressentirais si j'y étais resté? Et que t'avais plus une chance de sortir avec moi? Arrête un peu ton cirque. Je t'en prie. Alors, C'est Guillaume? Grey's Anatomy. Ah, joli! Ah, bravo, Docteur Guillaume! Mamour, Ouais, bravo! On a fait l'amour une fois. Et on s'est embrassés dans l'ascenseur. Et on s'est embrassé dans l'ascenseur une fois. Meredith, je t'en prie, sors avec moi. Non. J'ai failli mourir aujourd'hui, tu sais. Je suis passé à ça. T'as trouvé direct Grey's Anatomy? Ouais. Mais oui, Wow. Grey's La Anatomy. voix, en vrai, la voix. Grey's Anatomy, série dans laquelle tu doubles Patrick Dempsey, Ouais. Docteur Mamour. Waouh, Docteur Mamour, c'est toi la Ouais. voix? Ouais. Bah Ah oui. bah, ma Oh là mère, elle va là. pas être bien. Ta mère est fan de Grey's Anatomy, Guillaume? Ah ouais, mais ma mère, elle aimait bien ça. Eh ben, Docteur petit Mamour, coucou beau à, gosse. à ta maman qui va écouter Docteur Mamour dans l'émission aujourd'hui. Incroyable. Y a-t-il des différences entre doubler une série et un film, Damien? Bah, logiquement, non. Ouais. C'est la même chose, sauf que, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, on a nettement plus de temps sur un film. Voilà. Du coup, on s'attache plus au personnage ou Ah non, dans une série, on s'attache aussi aux personnages. Ouais. Parce que souvent, en plus, si c'est des séries qui durent, tu les suis, quoi. Ok. Alors là, on a joué 5 extraits, mais il faut savoir que Damien a également doublé d'autres acteurs. Dis-moi si je me trompe, Damien. James Marsden dans X-Men et d'autres films. Ouais, je l'ai beaucoup doublé. Ah ouais. Josh Hartnett dans The Faculty et Ouais. d'autres films aussi. Ouais, Ah absolument. ouais. Josh Hartnett. Sam Rockwell dans 3 Billboards et Vice. Oh là là. Ah ouais. Ça, c'est Ouais, cool. j'ai Merde. doublé. Oui, tout à fait. Ouais. T'as doublé aussi Là, Christian. je l'ai doublé. Là, il y a plusieurs films qui sortent avec lui. Là, je l'ai redoublé. Ouais, quoi comme film? Et ben, il y a Le T'as le droit de le le dire, dernier Clint Eastwood. Ouais, le dernier non, Eastwood. Ah il ouais, sort là. Ah oui, c'est vrai, ouais. Eastwood, ouais. Et puis, il y a un film qui va sortir là, qui s'appelle, qui se passe pendant la guerre. Jojo Rabbit, ça s'appelle. Ah oui, Il y a Ah, Sam oui, Rockwell c'est qui est, ouais. qui est exceptionnel. C'est vrai qu'il joue dans Faut que j'aille le voir. Vous l'avez vu, vous, Jojo Rabbit? Encore, Parce que tout le monde en encore, parle de ouais. ce film. Mais le dernier Eastwood, là, le cas Richard Jewell, ça me Trop chauffe à d'aller fond. voir. Ah, moi aussi. C'est cool ça, ce film, hein, parce qu'on Ouais, on très m'a dit que c'était bien. Moi, faut aimer ce que fait Eastwood, mais c'est bien dans la même C'est veine. cool Rockwell à faire en. Ouais, c'est un super acteur.
complètement déjanté. Moi, j'aime bien faire aussi des mecs un peu déjantés. Tu as également doublé Christian Slater dans ta carrière. Oui. Nicolas Hoult. Oui. Paul Rudd dans Ant-Man et Avengers. Oh, oui, ça c'est cool. Mais également Jason Schwartzman dans À bord du Darjeeling Limited. Oui, absolument. Ouais, ça c'est cool. Ethan Hawke dans Explorers, Guillaume en parlait il y a pas longtemps, quand tu étais petit. Ah oui, alors ça c'est un film quand j'étais môme aussi. Très cool, dans l'ambiance un peu E.T., tout ça. C'était Ethan Hawke, tu vois, je me souvenais même pas. Ethan Hawke. Tu as également doublé Ashton Kutcher dans L'effet papillon. Ouais. Bradley Cooper à 2 reprises. Ouais. Ça va plaire à Guillaume. Tom Hanks dans Une baraque à tout casser. Ah ouais, c'est parce qu'ils ont redoublé ce film des années plus tard. Ouais. Je ne sais plus pourquoi. Il a fallu le redoubler. Alors, ça se faisait, maintenant on le fait plus. Bon, bref. Et donc, j'ai doublé Tom Hanks. Ouais. Parce que Guillaume adore ce film. Je regardais quand j'étais petit, j'aimais bien. Je trouve ça cool. T'as également doublé Édouard Furlong dans Little Odessa. Et plein d'autres, dont Jude Law, Heath Ledger, Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Ryan Gosling et même Jimmy Fallon. Il y a un truc que j'ai remarqué, tu doubles pratiquement que des beaux gosses. Ça veut dire que tu as une voix de beau gosse ou comment ça se passe? Bah je pense, ouais. On m'a filé beau. Oui, ça, une voix de héros, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Merci Damien en tout cas, c'était un véritable honneur de partager ces quelques lignes avec toi. Est-ce que maintenant je peux officiellement dire aux meufs que j'ai joué avec Matt Damon? Bah écoute, je peux le dire officiellement. Alors revenons au film du jour, E.T. E.T. qui est probablement l'extraterrestre le plus connu de l'histoire du cinéma, au coude à coude avec Alien et Predator. Mais les deux derniers cités sont très méchants, alors que E.T., lui, est une crème. Et des extraterrestres gentils, il y en a eu beaucoup dans l'histoire du cinéma et du petit écran, Guillaume. Bien entendu, il y en a eu des très gentils. Quand on pense aux personnages extraterrestres gentils, on a plusieurs noms qui viennent en tête. Mais messieurs, savez-vous qui est Gordon Shumway? Non. Non. Je vais vous le décrire. C'est un extraterrestre qui est né le 28 août 1757 sur la planète Melmac. Ses parents étaient Bob et Flo Shumway. Le 28 août 1985, alors que Gordon fêtait avec ses amis ses 228 ans, la planète Melmac explosa à la suite d'un holocauste nucléaire. Gordon parvint à s'enfuir avec son vaisseau spatial juste avant la catastrophe. Il erra pendant 1 an dans l'espace avant de s'écraser sur Terre dans le garage du 167 Amdale Street à Los Angeles. Damien a trouvé? Non, je sais pas. Mais où non. vivent les Tanner, une famille de banlieusards sans histoire. Gordon se trouvant alors dans l'incapacité de réparer son vaisseau, les Tanner, qui le surnomment Alf. Et oui, l'extraterrestre gentil, Alien Lifeform, accepte de l'héberger à vie. Alors Alf, c'est une série en 4 saisons pour les plus jeunes d'entre vous, qui a été créée par le... Alien Lifeform. Alien Lifeform. On va t'appeler Alien Lifeform. Ah, je savais pas que c'était ça le nom. Alien Lifeform. Alors gentil, mais il mange des chats quand même. Bah, il mange des chats, mais c'est parce que sur la planète Melmac, on mange des chats. Bon, c'est pas de sa faute, tu vois. C'est pas méchant. Alors, Scat, c'est ça, une série qui a fait 4 saisons, qui a été créée par le marionnettiste et acteur Paul Fusco, diffusée à partir de 88 en France et doublée par Roger Carrel, à qui l'on doit entre autres les voix françaises d'Astérix, C3PO, Mickey Mouse ou Winnie l'ourson, Kermit ou encore Benny Hill. Benny Hill qui va pas du tout parler aux plus jeunes d'entre vous, mais bon quand même, c'était quand même à la télévision tous les dimanches. Énorme succès qui a donné lieu à un jeu vidéo sur Master System, de nombreux produits dérivés et un téléfilm de clôture en 96, avec un scénario bien différent puisque sans la famille Tanner, Alf est retenu dans un camp de l'armée américaine pour la création d'un produit de beauté à partir de ses cellules. Mais rappelons tout de même que le commandant de l'armée qui retient Alf et qui joue le méchant dans ce film n'est autre que Martin Sheen, évidemment le père de Charlie Sheen et le capitaine Willard dans Apocalypse Now, entre autres. La boucle est bouclée. Ça recommence. Et messieurs, petite info tabzienne à propos de Alf. Quel est le lien entre Alf et l'album Dangerous de Michael Jackson? Il y a un lien? Il y a un lien. Ok. Macaulay Culkin? Non. J'ai envie que ça soit lui qui joue dedans. Bubble, son singe, là, non, rien à voir. Non, c'est pas ça. Figurez-vous que là, lorsque Alf est en plan large dans la série, il est interprété par un acteur qui s'appelle Mihaly Mezzaro, alias Michou, un acteur et acrobate hongrois connu pour sa petite taille de 83 cm. Et bien figurez-vous que Michou, il est sur la pochette de Dangerous de Michael Jackson. C'est bon, évidemment, j'allais dire le petit personnage, mais bon, c'est le personnage avec son chapeau de forme et sa canne qui vous invite à rentrer dans le... Je sais pas si vous voyez cette pochette. Une des plus belles pochettes de l'histoire. Et voilà. Et en gros, Alf, il est sur la pochette de Dangerous, sachez-le. Autre personnage de l'époque qui vient en tête, une quasi-parodie de E.T., un petit nanar qui s'appelle, j'ai nommé Mac and Me. Mac and Me. Film de 1988 réalisé par Stewart Raphael. Mac qui signifie Mysterious Alien Creature. Qu'est-ce qu'ils ont avec les initiales?
Ils sont partis en sucette. Alors, il a échappé à des scientifiques de la NASA et il se lie d'amitié avec Eric, un jeune garçon en fauteuil roulant. Et les deux essayent ensuite de retrouver la famille de Mac. C'est vraiment le même scénar que E.T. Est-ce que vous avez déjà vu ce film ? Oui, moi je l'ai vu. Tu en as pensé quoi ? C'est une petite... ça se voit qu'ils ont surfé sur le succès de E.T. quoi. Parce que donc c'est un film qui est très décrié pour ses placements de produits McDonald's et Coca-Cola. On y voit notamment toute une scène absurde où tout le monde danse dans un McDo. Je l'ai regardé avant le podcast. C'est vraiment ridicule. Il y a vraiment Ronald McDonald et tout. Il faut une chorégraphie avec des insignes de McDo dans tous les plans quasiment. Et je ne sais pas si le nom de l'extraterrestre a été choisi en fonction. Il s'appelle quand même Mac. Je pense que oui, hein, j'imagine. Film qui a été nommé en 89 aux Razzie Awards pour pire scénario et pire film, mais qui a finalement remporté le prix du pire réalisateur. Naufrage total donc, qui lui vaut le statut un peu culte puisqu'il apparaît dans la liste des pires films de l'histoire. Et messieurs, autre info tabzienne pour Mac and Me, puisque c'est la toute première apparition sur grand écran de je ne sais pas. Jennifer Aniston. Mais non. Ouais. Ah, mais je pensais que c'était pour le prochain, Jennifer Aniston. Non, Jennifer Aniston, elle a fait une apparition vraiment de merde. Non, mais attends, faut le savoir parce que justement, c'est une des danseuses dans la scène du McDo. Ah, ok. Danseuse aérobique et tout, et c'était sa première fois sur grand écran dans Mac and Me. Elle part de loin. Ouais, c'est ça, elle part de loin. Tous les chemins mènent au succès. Comme Jean-Claude Van Damme dans Breaking, là. Il danse juste. Ouais. Pareil. On enchaîne avec un personnage qui me tient particulièrement à cœur et on l'avait évoqué dans le dernier podcast, un extraterrestre très gentil et très mignon avec un bec qui s'appelle Howard the Duck. Film sorti en 86 réalisé par Willard Wick, qui est le co-auteur avec sa femme quand même, Gloria Katz, de American Graffiti et Indiana Jones et le Temple Maudit tout de même. Et c'est produit par George Lucas. L'histoire s'inspire du personnage Howard créé par Steve Gerber, qui est genre un scénariste dessinateur de l'univers Marvel à l'époque, et qui voit sa première apparition en comics en 1973. Alors c'est un canard humanoïde qui fait partie de l'univers Marvel, mais dont le statut absurde et comique ne lui confère que très peu d'apparitions dans les autres Marvel, puisqu'en fait il y est quasiment jamais. Il fait une petite apparition dans les Gardiens de la Galaxie, ouais, mais en fait on peut pas mettre Spider-Man avec un canard chelou. Du coup, il a vraiment aucun pouvoir. Il a aucun pouvoir, c'est juste un canard en fait. Et alors le synopsis du film est tout aussi absurde que la BD. Donc Howard the Duck vit sur une planète peuplée de canards, mais un jour, alors qu'il se prélasse dans son fauteuil, il se retrouve aspiré dans l'espace et atterrit sur la planète Terre. Il est recueilli par une roqueuse, Beverly, qui le présente à un de ses amis, le jeune laborantin Phil Blumberg. Un laboratoire d'astrophysique Dynatechnics a créé un nouveau canon spectroscope à laser et l'a essayé, mais le rayon émis par le canon a touché le salon d'Howard the Duck sur sa planète et ça l'a transporté sur Terre. Lors d'un autre essai qui tourne mal, parce que ça leur a pas suffi, les savants vont faire venir sur Terre un monstre venu d'une planète encore plus lointaine, Nexus de Sominus. Le monstre entre dans le corps d'un savant, le docteur Jennings, pour se cacher et commence à répandre la terreur sur la Terre. Beverly est pris en otage par le monstre et Howard et Phil s'unissent pour l'éliminer. Bon, autant te dire que l'histoire, elle veut... Ouais, classique. Mais d'ailleurs, ça me donne envie de poser une question à Damien. Est-ce que ça t'arrive parfois de recevoir des scénarios ou des propositions et le film te chauffe pas trop et tu t'as pas envie de le faire, quoi. Ça t'arrive ça ou pas? Bon, pas en doublage, en tout cas. En doublage, ouais. Non. Même si le film... Ouais, non. Bon, non. En plus, en doublage, j'allais dire, à la limite, doubler un nanar, c'est plutôt amusant. C'est ça, parce que t'as doublé plein de grands trucs, mais est-ce que t'as doublé des navets? Ouais, plein. Non, mais c'est quoi le plus grand navet? D'ailleurs, et souvent, si t'es avec une bande de copains, je veux dire, si l'ambiance est bonne sur le plateau, tout le monde se marre, parce que quand tu doubles un truc... Mais t'as des souvenirs... C'est vraiment ridicule, d'ailleurs, t'auras envie de détourner le film et dire que des bêtises, quoi. Quand tu t'amuses de temps en temps, mais après, non, faut dire ce qui est écrit. Ah bon. Il n'y a donc pas de souvenir de navet comme ça que tu as tourné que moi j'ai tourné, en fait j'ai pas tourné énormément. Que tu as doublé Non, mais c'est des téléfilms ou c'est des trucs qui sortaient sur des plateformes DVD ou des choses comme ça. Okay. Pas des films ciné, DVD, là. Ouais, c'est ça, c'est direct DVD que tu gagnes avec un plein. Okay. J'en ai pas mal chez moi, mais... C'est beaucoup de plein. Et donc au casting de ce film, on retrouve Lea Thompson, évidemment la mère de Marty McFly dans Retour vers le futur, dans le rôle de Beverly. Les autres actrices ayant passé le casting étant Tori Amos et Phoebe Cates, qu'on aurait pu retrouver dans Howard the Ducks. Ouais. Phoebe Cates qui joue dans les Gremlins. Exactement. Mais aussi Tim Robbins, qui interprète Phil Blumberg. Ah ouais, c'est vrai. Et une petite info tabzienne sur Phil Blumberg, c'est pas facile à dire. Parce que le nom de Phil Blumberg, c'est très dur à dire, décidément. C'est un clin d'œil au nom du capitaine de l'armée britannique qui vient à l'aide à Indiana Jones à la fin du Temple Maudit.
qui a le même nom que lui. Ok. Et comme c'est le même scénariste qui a réalisé, et ben voilà, ils ont fait un petit clin d'œil à ça. George Lucas. Donc il y a un lien entre Indiana Jones et Howard the Duck. Vous le savez maintenant. Là, il y a un tout, poster au début du film où on voit Howard the Duck en Indiana Jones. Exactement. Malgré tout, énorme échec commercial et récompense de pire film, pire scénario au Razzie Awards 86. Donc pour l'instant, tous ces extraterrestres gentils, ça fait pas des bons films. Non, ça fait des très mauvais films. D'accord, Et nomination pour pire film de la décennie au Razzie Awards 89. Et pourtant, je l'ai acheté en Blu-ray, quoi. Moi j'adore. Enfin bon, après, c'est chacun ses goûts. Donc, Damien, t'as eu de la chance que t'es tombé sur le seul film d'extraterrestres gentils qui est pas mal. qui marche bien. Et c'est ça. Et donc l'échec commercial de Howard the Duck, ça a fait perdre 21 millions de dollars à la société de George Lucas. Et après ça, il a été obligé de vendre à Steve Jobs, bien en dessous du prix, sa division spécialisée dans les images de synthèse. C'est son Apocalypse Now. Qui deviendra par la suite le fameux Pixar Animation Studio. Donc en fait, c'est assez drôle comme histoire. C'est Howard the Duck qui l'a ruiné. Alors on aurait pu citer ensuite plusieurs films avec des extraterrestres bienveillants, comme Cocoon, évidemment. Ouais. Miracle sur la 8e rue, je sais pas si vous avez vu ce film. Ça. Ouais, très bien. En fait, c'est des sortes de petits robots qui vont sauver un immeuble qui va être détruit par une société, etc. Bon, ils veulent tout détruire autour et tout. Ils veulent tout détruire, il y a juste cet immeuble qui résiste avec des vieux, etc. dedans. Et les robots, en anglais, c'est vachement plus drôle le titre, c'est No Batteries Include. Exactement. C'est ça, non? On peut rien te cacher. Ouais. C'est en blind, c'est pour ça j'avais tout regardé. Mais regardez bien ce film, il est cool. Coneheads, que j'ai revu il y a pas longtemps, bon, qui est un peu vraiment débile, mais voilà. Oui, Coneheads, c'est avec le type de Ghostbuster, Dan Aykroyd. Dan Aykroyd, ouais. Et la soupe aux choux. Bah oui, c'est vrai. Les gars, il est gentil. Alors, il y a bien un extraterrestre gentil dans la soupe aux choux. On comprend rien à ce qu'il dit, mais il est gentil. On comprend rien à ce qu'il dit. Et il a quand même le meilleur costume de tous les extraterrestres qu'on a cités, qui a dû coûter à peu près 25 €. Starman aussi. J'ai épousé une extraterrestre. Et plus récemment, Paul. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est avec c'est bien ça. Ouais, voilà. C'est la voix de. Paul, c'est avec. C'est Trojan, non? C'est avec Exactement. Simon Pegg et. Simon Pegg. Exactement. Et son pote. Comment? Philman. Valentin Ausson qui nous dit Philman en VF. Ah, il s'appelle Philman le film? Non, c'est Philippe Manœuvre qui a doublé. Ah, Philippe Manœuvre. Ok, Philippe Manœuvre. Nous, on était là. Attends, il y a un extraterrestre qui s'appelle Philman. Excellent. Bravo. Eh ben, en tout cas, on sera tous d'accord pour dire que tous ces films n'arrivent pas à la cheville de notre E.T. Bah oui. Je pensais que les extraterrestres gentils, ça faisait rameuter les foules, mais ça rameutait les foules. Mais enfin, les méchants, ça marche. Les méchants, ça marche plus. Est venu le moment des anecdotes sur le film. Il n'y a jamais eu de vidéo store E.T. Du coup, ça va être des infos insolites, comme toujours dans ce podcast. Alors, vu qu'on a beaucoup parlé de doublage, je vais vous parler de la personne qui a doublé E.T. C'est un type qui s'appelle Pat Welch et qui vit en Californie. Un mec qui a confié avoir fumé pendant des semaines 2 paquets de cigarettes par jour afin d'avoir une voix éraillée. À cette voix, les mixeurs ont aussi ajouté des bruits de ratons laveurs, de loutres de mer et de chevaux. Voilà. Est-ce que Damien, toi, ça t'arrive de préparer ta voix pour des rôles comme ça? Bon, lui, il a vraiment abusé avec ses paquets de cigarettes, mais... Non, ce qui m'arrive, c'est de... Ça m'arrive de chauffer ma voix. Ça m'est arrivé. C'est surtout quand si j'ai l'impression que je suis trop léger. Il y a toujours un rapport comme ça, nous, les mecs, par rapport... On se dit toujours, le mec, il a une grosse voix, moi j'ai une voix légère. Alors on a envie d'avoir une voix un peu plus grave. Alors du coup, ça m'arrive de m'échauffer, de faire des exercices pour essayer d'avoir une voix bien remplie. Ah, ok. Figurez-vous qu'en 1982, Steven Spielberg n'avait plus de vie parce qu'il réalisait E.T. et supervisait en même temps le tournage de Poltergeist, t'en parlais tout à l'heure Aurélien, film lui réalisé par Toby Hooper. Donc ses journées de travail commençaient à 4h du matin et se terminaient vers minuit, 1h. Il switchait d'un plateau à l'autre, et ce, durant des semaines, sans jamais se plaindre en story Insta, car ça n'existait pas à l'époque. Il y a quelqu'un qui est visé par ce que tu dis là? Non, je sais pas. Ok. Pour lui, E.T. et Poltergeist se complétaient. E.T. représentait le Suburban Dream et Poltergeist le Suburban Nightmare. Comment on pourrait traduire ça? Le côté rêve de la banlieue tranquille et le côté cauchemardesque de la banlieue tranquille. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est un peu ça, c'est vraiment... Et c'est pour ça, en fait, en vrai, ça se complète avec ce que tu disais tout à l'heure, comme quoi les deux films s'emboîtaient un petit peu. Ouais, c'était les deux visions qu'il avait et qui en a fait 2 films en fait finalement. Exactement. Alors durant des années, une légende urbaine a circulé. Suite au film, un jeu vidéo E.T. est sorti sur Atari et ce jeu est considéré souvent à tort comme l'un des pires jeux de l'histoire. Quoi qu'il en soit, suite à l'échec commercial de ce jeu, Atari aurait enfoui dans le désert l'intégralité du stock invendu. Sérieux? Je me suis renseigné sur Internet et figurez-vous qu'il y a une page Wikipédia exclusivement centrée sur cette histoire. Du coup, je vais vous lire ce que j'y ai trouvé. L'enfouissement de jeux vidéo par Atari est un événement qui s'est déroulé en septembre 1983 dans une décharge située à Alamogordo, au Nouveau-Mexique.
En 1983, l'entreprise de jeux vidéo Atari enfouit de nombreuses cartouches de jeux vidéo et des consoles de jeux invendues dans la décharge d'Alamogordo à la suite de mauvais résultats commerciaux. Les causes de cette action sont essentiellement économiques. Il s'agit de réduire les stocks afin de bénéficier d'allégements fiscaux. Selon la presse de l'époque, les jeux vidéo enfouis sont notamment E.T., l'un des plus grands échecs commerciaux de l'histoire du jeu vidéo, et la version de Pac-Man sortie sur Atari 2600, succès commercial mais décrié par la critique. Sitôt l'opération d'enfouissement rapportée par la presse, des doutes sont émis sur la véracité et sur l'étendue des faits. Certains considèrent pendant longtemps qu'il s'agit là d'une légende urbaine. Cet événement, cependant devenu une sorte d'icône culturelle symbolisant le krach du jeu vidéo de 1983 et le point d'orgue d'une année fiscale désastreuse pour Atari, finalement revendue en 1984 par sa société mère Warner Communications. Le 26 avril 2014, dans le cadre d'un documentaire, des centaines de copies du jeu vidéo E.T. ainsi que d'autres jeux Atari sont déterrés à Alamogordo. Ce n'était donc pas une légende urbaine. Cette découverte confirme ainsi un fait considéré jusqu'alors comme une légende. En novembre 2014, une vente sur eBay permet d'écouler des cartouches de jeux divers pour un total de 37 000 $. Une cartouche E.T. est alors vendue au prix de 1 537 $. Et ce qui est cool avec cette histoire, c'est que de nombreuses vidéos et photos sont dispo sur Google. Donc on voit les gens en train de déterrer les jeux vidéo là-bas dans le désert. Donc allez voir ça, c'est trop bien. Je vous conseille également le documentaire Atari Game Over, dans lequel on voit la construction de cette quête afin de trouver ces fameux trésors enfouis dans le désert. Mais ça me donne envie d'acheter une des cartouches. Mais j'en ai une, figure-toi. Cartouche E.T. d'époque, mais que j'avais acheté avant. Mais c'est fou finalement. En fait, pendant longtemps, on pensait que c'était une légende. Ces jeux comme ça enfouis dans le désert parce que ça avait été un flop. Et finalement, c'est vrai. En fait, on le voit dans le docu. Ils amènent ces machines pour déterrer là, les pelleteuses, les pelleteuses, tout ça. Et on voit tous les jeux en dessous qui sont là depuis 83. C'est assez incroyable. Autre info, les puristes l'ont forcément remarqué, il y a des ponts entre E.T. et Star Wars, puisque dans E.T., on peut apercevoir Yoda lors de la soirée d'Halloween, je ne sais pas si on s'en souvient, Damien. Oui, tout à fait. Et que dans un des Star Wars, on peut apercevoir plusieurs E.T. lors d'une assemblée réunissant plusieurs extraterrestres. Et d'ailleurs, ça s'étend à d'autres films de Spielberg, car dans Indiana Jones, il y a également des références à Star Wars. Donc c'est un jeu qu'ont Lucas et Spielberg entre eux, de placer des petites infos sur leur film, des petites blagues comme ça, extra visuelles. Steven Spielberg avait donné comme consigne de ne rien laisser filtrer à propos du film. Sur le poster, on voit juste un doigt. Il a gardé le secret jusqu'au bout, ce qui fait que les spectateurs ont découvert E.T. en salle sans jamais l'avoir vu auparavant, que ce soit dans une bande-annonce ou sur une affiche. Méthode qu'il a réitérée des années plus tard avec Jurassic Park. Damien, est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, avec YouTube, les réseaux sociaux et les bandes-annonces de 3 minutes, on en sait trop sur un film avant même de l'avoir vu ? Vaste question. Il y a des films où les bandes annonces sont un peu trop. On a l'impression qu'on a vu le film avec et c'est des points de vue commerciaux, ça. Nous, ce que je peux te dire simplement, c'est que de plus en plus maintenant, on nous fait systématiquement signer des clauses de confidentialité, ce qui n'existait pas du tout. Ils ont tellement peur sur tout ce qu'on double, qu'il y ait des fuites, qu'on signe des clauses de confidentialité. Voilà. Oui, alors donc, faut qu'on fasse hyper gaffe, parce que tu vois, si tu fais pas attention, tu parles d'un truc, t'avais pas le droit d'en parler. Ah bon. Alors qu'avant, c'est vrai qu'il n'y avait pas ça, dans le sens où vous doubliez les voix et il n'y avait pas de réseaux sociaux, pas de moyen vraiment d'en parler. Oui, c'est ça, t'en parlais juste à ton pote, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Dans la cour. Et si ça allait d'un autre pote à un autre pote à un autre pote, ça devient un mytho, parce que tu dis, bon, allez, genre t'as l'info. Genre, il y a des cartouches Atari dans le désert. Allez, c'est ça. En général, les films sont tournés dans le désordre. Souvent, il arrive que la scène de fin soit la première à être filmée lorsqu'un tournage débute. Mais pas dans E.T., car Steven Spielberg souhaitait que les enfants jouant dans le film ressentent une émotion grandissante, émotion qui atteint son paroxysme lorsque E.T. les quitte à la fin. Donc les larmes de Drew Barrymore ou de Henry Thomas qu'on voit à l'écran sont presque réelles, car avant de tourner cette scène, il savait que c'était la fin d'une aventure inoubliable. Voilà. Toi, tu as le souvenir de l'avoir tourné dans l'ordre ou dans le désordre ? Ou je me dis que c'était dans le désordre, le doublage ? Non, c'était plutôt dans l'ordre. Ouais, c'était dans l'ordre aussi. Dans mes souvenirs. Après, bon, il peut arriver qu'il y ait des scènes qui. Voilà. Mais moi, il me semble que le parcours de l'enfant était plutôt dans l'ordre. Ok. Et du coup, je me souviens très bien qu'on a commencé par les scènes de famille là, quand il joue et tout, puis après il sort dehors, tout ça. Ça, je me souviens très bien qu'on a démarré par ça. Et du coup, est-ce que l'émotion change ? Parce que aussi, t'avais quel âge quand t'as doublé Elliot dans E.T. Il faut que je le dise. Je sais pas. Non, mais si tu veux, ne le dis pas. On imagine que t'avais moins de 10 ans, peut-être. Non, je pense que... plus que 10 ans non, oui, c'est 82. Ouais, j'avais 11 ans. 10-11 ans. Et du coup, dans le film, tu dois quand même jouer des scènes assez intenses où tu pleures. Ça, c'est difficile à jouer pour un enfant, finalement ? Alors, pour les enfants, c'est un peu qui tout double. C'est un peu qui... Il y a des enfants, tout vient naturellement, facilement. Enfin, j'ai envie de dire, en fait, un enfant, soit il est bon acteur, soit il est mauvais, et tu peux pas en faire grand-chose.
Voilà. Après, une fois que tu deviens ado, il se passe autre chose, et puis adulte, après, c'est autre chose. Ok. Voilà. Les types qui ont créé le visage d'E.T. se sont inspirés entre autres du visage d'Albert Einstein. Voilà, petite info comme ça. C'est vrai qu'il y a une ressemblance. Il y a un truc. Ouais. Ils ont mélangé plein de trucs, dont le visage d'Albert Einstein pour créer le visage. Je sais pas si tu le prends bien si on te dit ça. Bah non. On s'est inspiré de ta gueule. Ouais, enfin bon. Enfin, il est ici quoi. Il est vert, il a des gros yeux, il a pas de nez le mec. C'est quand même bizarre. Comme indice, il y a 2 semaines, j'avais dit bonbon de la marque Reese pour parler d'E.T. Car dans le film, pour attirer E.T. jusque chez lui, Elliot crée un chemin de bonbons Reese que E.T. récupère au fur et à mesure. Ouais. Et bien, avant le tournage, Spielberg avait contacté la compagnie Mars afin de savoir s'il pouvait utiliser des M&M's pour le film. Mars a refusé et Spielberg a demandé à la compagnie Reese. Je pense que du côté de Mars et d'M&M's, ils ont un peu eu les boules après du coup. Ouais, c'est les mêmes mecs que Columbia, ça. Ils ont foiré les frères. Parce que du coup, ça a fait un carton et les petits enfants achetaient des Reese tout le temps après le film. Donc très mauvais choix de la part de la compagnie Mars. Au début des années 2000, Spielberg a sorti une nouvelle version d'E.T. dans laquelle l'animatronique était remplacée par un E.T. digital, dans laquelle les armes des agents du FBI étaient remplacées par des talkie-walkie. Une version qui n'a pas du tout plu et lors de la promotion du film Ready Player One, Spielberg a exprimé ses regrets, déclarant qu'à l'avenir, il ne retoucherait plus jamais à ses anciens films. Et c'est vrai que, je sais pas si toi Damien, tu avais vu la nouvelle version. La nouvelle version qu'il avait fait d'E.T. Non, je l'ai pas vu. En fait, voilà, il avait fait un E.T. Bon, E.T. c'était une marionnette dans la première version. Et il avait refait une version avec un E.T. digital, mais un peu mal fait. C'était pas vraiment la bonne époque pour le faire. Et du coup, les fans avaient été un peu déçus par ça. Et il a vraiment vivement regretté par la suite. Et du coup, voilà, on avait déjà parlé, je crois, Guillaume, de ce nouveau E.T. Mais moi, de toute façon, j'ai beaucoup d'attachement. Moi, je pense que c'est notre génération aussi, mais j'ai toujours l'attachement des marionnettes, du réel, tu sais, des animatroniques. Moi, je trouve qu'un film, il est ancré dans son époque. Et après, quand on veut alors, soit on le modernise complètement et on fait un nouveau film, mais je trouve que c'est comme les doubles. Tu sais, il y a des films qui sont redoublés parce qu'ils veulent. J'en parlais tout à l'heure, on le fait un peu moins maintenant. C'est ridicule souvent parce que c'est hors contexte, quoi. Je trouve qu'un film, il est ancré dans son époque, quoi. Alors après, tu joues plus de la même façon aujourd'hui, tu vois. Je suis d'accord avec Damien parce que par exemple un film comme La planète des singes, qui moi m'a bluffé visuellement, les singes sont incroyables dans le film, les derniers. Étant donné que c'est bien fait, je préfère voir ces singes bien faits digitalement plutôt que de voir des marionnettes qui auraient été moins bien faites. Ouais, mais tu vois par exemple là le Harrison Ford qui sort avec l'appel de la forêt. Ouais, le chien du chien là, c'est pas possible. Quoi. Non, pour moi c'est pas possible non plus. C'est horrible, ça me refroidit de fou. Je vois pas l'intérêt. Mais après, faut savoir qu'ils ont utilisé un chien. Enfin, ils ont fait un chien de manière digitale parce qu'il y avait un film avec Dennis Quaid récemment qui était sorti qui s'appelait Vie de chien, je crois. Et en fait, il y avait un extrait qui avait fuité où ils avaient un peu maltraité un berger allemand dans le film. En fait, il y avait une scène où un berger allemand devait nager dans un ruisseau très mouvementé. Et finalement, il poussait le chien pour le faire jouer. Le chien ne voulait pas y aller. Et du coup, ça avait eu des conséquences désastreuses sur la sortie du film. Et nous, les acteurs, et quand on tourne, parfois, je peux te dire qu'on te file un coup de pied au cul quand tu dois aller plonger dans l'eau froide. Donc on va prendre des acteurs de manière digitale. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'ils ont, pour l'appel de la forêt, qu'ils ont mis un chien de manière digitale. Ils auraient pu le mettre sur fond vert. Ah, tu fais semblant de nager, et puis voilà, c'est bon. Dernière info, je crois, dans une interview, Spielberg accepta d'en dire plus sur E.T. et ses origines. Tout d'abord, il déclara que ce n'était ni un mâle ni une femelle, E.T., et que son âge était de 10 millions d'années. Ouais, il a 10 millions d'années. Après, il dit ce qu'il veut. Je pense que chacun a envie d'imaginer ce qu'il a envie. Oui, voilà, il s'est fait plaisir, il a donné petites infos comme ça sur le feeling. C'est génial ça. Donc voilà, c'était la dernière info de ce podcast. Il adore les fleurs. Ah ok, c'est une petite info que tu peux lâcher comme ça en plus. C'était donc la dernière info de ce podcast qui se termine déjà. Malheureusement, c'est passé vite. Alors aujourd'hui, c'est à Guillaume de choisir le prochain film, un de tes films préférés, il me semble. Oui, en effet, tout à fait. Alors pour ce film, j'ai eu envie d'être à la maison. Ouais. De me bidonner parce que comme toujours, à chaque fois, j'ai tapé bidonner, j'ai tapé transporter, Amérique du Nord et années 80. Et est-ce que tu as des indices pour ce film ? Des indices pour pas que ce soit trop grillé. Ouais. C'est très compliqué parce que tout est tellement. Alors, je dirais tas de fumier. D'accord, j'ai déjà trouvé. Oui, T'as trouvé toi, Damien, ou pas ? Non, toujours pas. Tu vois, tas de fumier. C'était compliqué, hein. Bah ouais, qu'est-ce que tu pourrais dire d'autre comme indice ? Balle. Balle ? Pourquoi balle ? Bah balle, B-A-L. Ah oui, balle. Balle, c'est vrai, oui. Et est-ce que oh là là peut être un indice ? Oh là là. Oh là là. Ouais, mais c'est facile. Ah, c'est facile. Franchement, c'est facile. Ouais. On verra. Damien, avant de se quitter, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton actu ? Mais bien sûr, je peux. Je vais commencer une pièce là.
au Théâtre du Funambule à partir du 2 mars, les lundis et les mardis soirs. Une pièce assez originale avec un chanteur d'opéra et une pianiste professionnelle et une copine comédienne qui raconte l'histoire, donc ça, on est très très loin de E.T., qui raconte l'histoire des castras napolitains qui étaient des chanteurs qui chantaient très haut comme Farinelli. Et donc en Italie, ils cartonnaient et en France, on les supportait pas évidemment. Enfin, en France, on était au siècle des Lumières et on ne supportait pas l'idée qu'on puisse castrer un homme pour sa voix, quoi. Voilà. Donc c'est une sorte de conflit comme ça, France-Italie, et avec le chanteur d'opéra qui vient et qui chante. Voilà. D'accord, donc ça commence le 2 mars. Ça commence le 2 mars, c'est les lundis et les mardis soirs, et ça s'appelle Folie Baroque. D'accord, voilà. Et c'est jusqu'à quand, tu le sais? Jusqu'au 26 avril, je crois. 26 avril, très bien. C'est donc la fin de cet épisode spécial E.T. Merci Damien d'être venu, c'était un plaisir. Merci à vous. Et je tiens également à remercier Valentin et Ninon qui nous ont accompagnés sur ce podcast. On se retrouve dans 2 semaines. Ciao tout le monde. Ciao. Salut.